Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 6 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 3 minutes pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Jean Pouly, bonjour. Bonjour. Avec vous, cette question aujourd'hui, êtes-vous plutôt technophobe ou technophile ? C'est peut-être un peu l'ancien combat des anciens des modernes qui se rejoue sur la question des technologies, parce que de tout temps, l'homme a développé des technologies de différentes natures, et chaque époque a connu ses gourous technologiques et dans le même temps ses plus grands détracteurs. Alors le récent biopic qui est sorti sur la vie de Steve Jobs montre à quel point cet homme était totalement convaincu qu'il rendait service à l'humanité tout entière en démocratisant l'informatique. Alors cet homme était bien sûr visionnaire, et sa vie tout entière a été guidée en fait par cette obsession de diffuser ce qu'il appelait les technologies de l'esprit. Et la figure de Steve Jobs, créateur de la plus grosse capitalisation boursière mondiale, il faut le dire, montre que la technologie finalement représente beaucoup plus que des outils au service de l'homme et recouvre en fait un ensemble de réalités économiques, sociales, culturelles et même spirituelles. Inversement, la peur et surtout le procès qui est fait aux technologies
qui serait à l'origine de nombreux maux de la société, comme le chômage, puisqu'on l'accuse souvent de détruire des emplois, mais aussi de l'individualisme ou encore du consumérisme effréné, a de très nombreux partisans. Et le sujet revient régulièrement sur la table, comme notamment l'ouvrage à succès de Nicolas Carr, qui s'intitule « Internet rend-il bête ?» tout simplement. Pourtant, lui-même gourou du multimédia et professeur au MIT, ce qui est assez paradoxal. Et plus récemment, il faut le savoir, le plus grand savant de la planète actuelle, Peter Higgs, celui qui a inventé le boson du même nom, tout nouveau prix Nobel de physique, est résolument technophobe. Et comment fait-on la part des choses entre ces visions diamétralement opposées ? Regardons d'abord, comme je le fais souvent, l'histoire et la philosophie. Le mot techné, qui signifie production matérielle en grec, fait pleinement partie de l'histoire de l'humanité. L'homme produit, à la différence de l'animal, et c'est un fait. Mais d'un point de vue théorique, des philosophes, notamment comme Bernard Stiegler, que j'aime bien citer, affirment que c'est d'ailleurs une des caractéristiques fondamentales de l'être humain, que de créer des techniques et des artefacts. Ils pensent même que les supports qui consignent notre pensée, ça va du manuscrit jusqu'à l'ordinateur aujourd'hui, et qu'il définit comme des prothèses mémorielles, constituent aussi des éléments fondateurs de l'humanité et de son progrès. C'est donc en fait une vision résolument progressiste de l'humanité qui prévaut et qui envisage, pour simplifier, je donne une image, la tractopelle comme une extension du bras, par exemple, et l'ordinateur comme une extension de l'esprit. Et d'où vient-elle cette peur de la technologie ? Quels exemples pourrait-on citer pour l'illustrer ? Alors je pense que la peur des technologies, me semble-t-il, est soit une simple peur de changement, ce qui est un phénomène assez courant chez les êtres humains, en plus quand ça change vite, soit une prise de position parfois beaucoup plus théorique, voire théologique, assez radicale, qui envisage la technologie comme un ennemi de l'homme et de la nature. Alors on a plusieurs exemples dans l'histoire, notamment dès le début du 19e siècle. Le mouvement des ludistes en Grande-Bretagne s'était violemment opposé aux avancées technologiques de l'époque en brisant des métiers à tisser qu'ils accusaient de tous leurs maux et bien sûr de faire disparaître leur métier fait traditionnellement à la main. En réalité, les éclairages historiques qu'on a eu après ont démontré que ce mouvement se situait en fait dans un contexte de très grande misère sociale, de désespoir et d'ultralibéralisme économique dans lequel la machine en fait était devenue un bouc émissaire. Un autre exemple de technophobie assez connu, c'est les communautés Amish aux États-Unis qui ont été popularisées par le film The Witness et qui comptent quand même plus de 230 000 adeptes et qui sont en constante progression depuis un siècle. Alors ces membres ont choisi d'arrêter tout simplement toute progression technologique depuis le XVIIe siècle. Leur choix, on peut le dire, est principalement inspiré par une interprétation particulière de la Bible, donc par une pratique religieuse, et l'on voit dans cet exemple que la technophilie ou la technophobie revêtent souvent une dimension, on va dire, ontologique, spirituelle très forte. Et puis il y a différents courants écologistes qui sont aussi d'une certaine façon dans une posture technophobe, en accusant par exemple les technologies d'épuiser les ressources de la planète. Il y a, je crois, souvent une confusion entre la technologie en elle-même et l'usage qui en est fait. La véritable question qui se pose serait plutôt de savoir si une technologie serait intrinsèquement bonne ou mauvaise, et si oui, pourquoi. Ce que vous citez là, ce sont des postures un peu extrêmes. Il y a en fait, j'imagine, différents degrés d'adoption ou de rejet des technologies. Oui, tout à fait, car on pointe le plus souvent les positions extrêmes, comme les Amish par exemple, et puis de l'autre côté, on en avait parlé, les transhumanistes, qui pensent que la technologie est une fin en soi. Ce degré de croyance dans la technologie les amène à nier ou à rejeter l'essence même de l'humanité, qui, on le sait, est à la fois limitée, fragile et mortelle. Alors certains pensent aussi que l'énergie, source de nombreuses pollutions depuis l'apparition du pétrole et de l'atome, pourra, quand elle sera arrivée à un certain degré d'évolution, devenir propre et régler tous les problèmes de l'humanité. Moi, dans ces deux cas, je parlerais plutôt de techno-BA, ou techno-bêta, ou encore techno-réac. C'est comme on veut. Est-ce qu'il y a une voie médiane, ou est-ce qu'on doit forcément choisir son camp ? Il existe une position que personnellement moi j'essaie de comprendre et d'appliquer, qui est celle d'une technologie au service de l'humanité. C'est d'ailleurs le sens du titre de cette chronique. C'est-à-dire qu'une technologie dont les différents ressorts doivent être pensés, imaginés, conçus puis évalués au bénéfice exclusif de l'homme et de son environnement. C'est sans doute utopique, mais cela passe par des actions très concrètes, comme par exemple rationaliser, utiliser et optimiser la consommation d'énergie, favoriser l'éco-conception des produits, avoir une réflexion éthique sur les découvertes scientifiques,
ou encore garder une certaine maîtrise sur l'utilisation que l'on fait des technologies, avoir en quelque sorte une sorte de sobriété technologique, une capacité à s'en passer, à prendre du recul, à garder un esprit critique. Et pour conclure, moi qui suis plutôt un techno-optimiste, on va dire, mais plutôt prudent, je reprendrai à mon compte certains conseils de Jacques Ellul, un philosophe français, lui, ouvertement technosceptique, qui nous demande justement de veiller à notre adaptation physique, sociale et intellectuelle à l'informatique, et il nous appelle notamment à une grande vigilance morale par rapport au génie génétique. Une chronique techno-optimiste. Merci beaucoup Jean Pouly d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Jean Pouly, bonjour. Bonjour. Avec vous, cette question aujourd'hui, êtes-vous plutôt technophobe ou technophile ? C'est peut-être un peu l'ancien combat des anciens des modernes qui se rejoue sur la question des technologies, parce que de tout temps, l'homme a développé des technologies de différentes natures, et chaque époque a connu ses gourous technologiques et dans le même temps ses plus grands détracteurs. Alors le récent biopic qui est sorti sur la vie de Steve Jobs montre à quel point cet homme était totalement convaincu qu'il rendait service à l'humanité tout entière en démocratisant l'informatique. Alors cet homme était bien sûr visionnaire, et sa vie tout entière a été guidée en fait par cette obsession de diffuser ce qu'il appelait les technologies de l'esprit. Et la figure de Steve Jobs, créateur de la plus grosse capitalisation boursière mondiale, il faut le dire, montre que la technologie finalement représente beaucoup plus que des outils au service de l'homme et recouvre en fait un ensemble de réalités économiques, sociales, culturelles et même spirituelles. Inversement, la peur et surtout le procès qui est fait aux technologies
qui serait à l'origine de nombreux maux de la société, comme le chômage, puisqu'on l'accuse souvent de détruire des emplois, mais aussi de l'individualisme ou encore du consumérisme effréné, a de très nombreux partisans, et le sujet revient régulièrement sur la table, comme notamment l'ouvrage à succès de Nicolas Carr, qui s'intitule « Internet rend-il bête ?» tout simplement. Pourtant, lui-même gourou du multimédia et professeur au MIT, ce qui est assez paradoxal. Et plus récemment, il faut le savoir, le plus grand savant de la planète actuelle, Peter Higgs, celui qui a inventé le boson du même nom, tout nouveau prix Nobel de physique, est résolument technophobe. Et comment fait-on la part des choses entre ces visions diamétralement opposées ? Regardons d'abord, comme je le fais souvent, l'histoire et la philosophie. Le mot techné, qui signifie production matérielle en grec, fait pleinement partie de l'histoire de l'humanité. L'homme produit, à la différence de l'animal, et c'est un fait. Mais d'un point de vue théorique, des philosophes, notamment comme Bernard Stiegler, que j'aime bien citer, affirment que c'est d'ailleurs une des caractéristiques fondamentales de l'être humain que de créer des techniques et des artefacts. Il pense même que les supports qui consignent notre pensée, ça va du manuscrit jusqu'à l'ordinateur aujourd'hui, et qu'il définit comme des prothèses mémorielles, constituent aussi des éléments fondateurs de l'humanité et de son progrès. C'est donc en fait une vision résolument progressiste de l'humanité qui prévaut et qui envisage, pour simplifier, je donne une image, la tractopelle comme une extension du bras, par exemple, et l'ordinateur comme une extension de l'esprit. Et d'où vient-elle cette peur de la technologie ? Quels exemples pourrait-on citer pour l'illustrer ? Alors je pense que la peur des technologies, me semble-t-il, est soit une simple peur de changement, ce qui est un phénomène assez courant chez les êtres humains, en plus quand ça change vite, soit une prise de position parfois beaucoup plus théorique, voire théologique, assez radicale, qui envisage la technologie comme un ennemi de l'homme et de la nature. Alors on a plusieurs exemples dans l'histoire, notamment dès le début du 19e siècle. Le mouvement des ludistes en Grande-Bretagne s'était violemment opposé aux avancées technologiques de l'époque en brisant des métiers à tisser qu'ils accusaient de tous leurs maux et bien sûr de faire disparaître leur métier fait traditionnellement à la main. En réalité, les éclairages historiques qu'on a eu après ont démontré que ce mouvement se situait en fait dans un contexte de très grande misère sociale, de désespoir et d'ultralibéralisme économique dans lequel la machine en fait était devenue un bouc émissaire. Un autre exemple de technophobie assez connu, c'est les communautés Amish aux États-Unis qui ont été popularisées par le film The Witness et qui comptent quand même plus de 230 000 adeptes et qui sont en constante progression depuis un siècle. Alors ces membres ont choisi d'arrêter tout simplement toute progression technologique depuis le XVIIe siècle. Leur choix, on peut le dire, est principalement inspiré par une interprétation particulière de la Bible, donc par une pratique religieuse, et l'on voit dans cet exemple que la technophilie ou la technophobie revêtent souvent une dimension, on va dire, ontologique, spirituelle très forte. Et puis, il y a différents courants écologistes qui sont aussi, d'une certaine façon, dans une posture technophobe, en accusant, par exemple, les technologies d'épuiser les ressources de la planète. Il y a, je crois, souvent une confusion entre la technologie en elle-même et l'usage qui en est fait. La véritable question qui se pose serait plutôt de savoir si une technologie serait intrinsèquement bonne ou mauvaise, et si oui, pourquoi. Ce que vous citez là, ce sont des postures un peu extrêmes. Il y a en fait, j'imagine, différents degrés d'adoption ou de rejet des technologies. Oui, tout à fait, car on pointe le plus souvent les positions extrêmes, comme les Amish par exemple, et puis de l'autre côté, on en avait parlé, les transhumanistes, qui pensent que la technologie est une fin en soi. Ce degré de croyance dans la technologie les amène à nier ou à rejeter l'essence même de l'humanité, qui, on le sait, est à la fois limitée, fragile et mortelle. Alors certains pensent aussi que l'énergie, source de nombreuses pollutions depuis l'apparition du pétrole et de l'atome, pourra, quand elle sera arrivée à un certain degré d'évolution, devenir propre et régler tous les problèmes de l'humanité. Moi, dans ces deux cas, je parlerais plutôt de techno-BA, ou techno-bêta, ou encore techno-réac. C'est comme on veut. Est-ce qu'il y a une voie médiane, ou est-ce qu'on doit forcément choisir son camp ? Il existe une position que personnellement moi j'essaie de comprendre et d'appliquer, qui est celle d'une technologie au service de l'humanité. C'est d'ailleurs le sens du titre de cette chronique. C'est-à-dire qu'une technologie dont les différents ressorts doivent être pensés, imaginés, conçus puis évalués au bénéfice exclusif de l'homme et de son environnement. C'est sans doute utopique, mais cela passe par des actions très concrètes, comme par exemple rationaliser, utiliser et optimiser la consommation d'énergie, favoriser l'éco-conception des produits, avoir une réflexion éthique sur les découvertes scientifiques,
ou encore garder une certaine maîtrise sur l'utilisation que l'on fait des technologies, avoir en quelque sorte une sorte de sobriété technologique, une capacité à s'en passer, à prendre du recul, à garder un esprit critique. Et pour conclure, moi qui suis plutôt un techno-optimiste, on va dire, mais plutôt prudent, je reprendrai à mon compte certains conseils de Jacques Ellul, un philosophe français, lui, ouvertement technosceptique, qui nous demande justement de veiller à notre adaptation physique, sociale et intellectuelle à l'informatique, et il nous appelle notamment à une grande vigilance morale par rapport au génie génétique. Une chronique techno-optimiste. Merci beaucoup Jean Pouli d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine.
Des souris et des hommes. Jean Pouly. Jean Pouly, bonjour. Bonjour. Avec vous, cette question aujourd'hui, êtes-vous plutôt technophobe ou technophile ? C'est peut-être un peu l'ancien combat des anciens des modernes qui se rejoue sur la question des technologies, parce que de tout temps, l'homme a développé des technologies de différentes natures, et chaque époque a connu ses gourous technologiques et dans le même temps ses plus grands détracteurs. Alors le récent biopic qui est sorti sur la vie de Steve Jobs montre à quel point cet homme était totalement convaincu qu'il rendait service à l'humanité tout entière en démocratisant l'informatique. Alors cet homme était bien sûr visionnaire, et sa vie tout entière a été guidée en fait par cette obsession de diffuser ce qu'il appelait les technologies de l'esprit. Et la figure de Steve Jobs, créateur de la plus grosse capitalisation boursière mondiale, il faut le dire, montre que la technologie finalement représente beaucoup plus que des outils au service de l'homme et recouvre en fait un ensemble de réalités économiques, sociales, culturelles et même spirituelles. Inversement, la peur et surtout le procès qui est fait aux technologies, qui serait à l'origine de nombreux maux de la société comme le chômage, puisqu'on l'accuse souvent de détruire des emplois, mais aussi de l'individualisme ou encore du consumérisme effréné, a de très nombreux partisans, et le sujet revient régulièrement sur la table, comme notamment l'ouvrage à succès de Nicolas Carr, qui s'intitule « Internet rend-il bête ?» tout simplement. Pourtant, lui-même gourou du multimédia et professeur au MIT, ce qui est assez paradoxal. Et plus récemment, il faut le savoir, le plus grand savant de la planète actuelle, Peter Higgs, celui qui a inventé le boson du même nom, tout nouveau prix Nobel de physique, est résolument technophobe. Et comment fait-on la part des choses entre ces visions diamétralement opposées ? Regardons d'abord, comme je le fais souvent, l'histoire et la philosophie. Le mot techné, qui signifie production matérielle en grec, fait pleinement partie de l'histoire de l'humanité. L'homme produit, à la différence de l'animal, et c'est un fait. Mais d'un point de vue théorique, des philosophes, notamment comme Bernard Stiegler, que j'aime bien citer, affirment que c'est d'ailleurs une des caractéristiques fondamentales de l'être humain, que de créer des techniques et des artefacts. Il pense même que les supports qui consignent notre pensée, ça va du manuscrit jusqu'à l'ordinateur aujourd'hui, et qu'il définit comme des prothèses mémorielles, constituent aussi des éléments fondateurs de l'humanité et de son progrès. C'est donc en fait une vision résolument progressiste de l'humanité qui prévaut et qui envisage, pour simplifier, je donne une image, la tractopelle comme une extension du bras, par exemple, et l'ordinateur comme une extension de l'esprit. Et d'où vient-elle cette peur de la technologie ? Quels exemples pourrait-on citer pour l'illustrer ? Alors je pense que la peur des technologies, me semble-t-il, est soit une simple peur de changement, ce qui est un phénomène assez courant chez les êtres humains, en plus quand ça change vite, soit une prise de position parfois beaucoup plus théorique, voire théologique, assez radicale, qui envisage la technologie comme un ennemi de l'homme et de la nature. Alors on a plusieurs exemples dans l'histoire, notamment dès le début du 19e siècle. Le mouvement des ludistes en Grande-Bretagne s'était violemment opposé aux avancées technologiques de l'époque en brisant des métiers à tisser qu'ils accusaient de tous leurs maux et bien sûr de faire disparaître leur métier fait traditionnellement à la main. En réalité, les éclairages historiques qu'on a eu après ont démontré que ce mouvement se situait en fait dans un contexte de très grande misère sociale, de désespoir et d'ultralibéralisme économique dans lequel la machine en fait était devenue un bouc émissaire. Un autre exemple de technophobie assez connu, c'est les communautés Amish aux États-Unis qui ont été popularisées par le film The Witness et qui comptent quand même plus de 230 000 adeptes et qui sont en constante progression depuis un siècle. Alors ces membres ont choisi d'arrêter tout simplement toute progression technologique depuis le XVIIe siècle. Leur choix, on peut le dire, est principalement inspiré par une interprétation particulière de la Bible, donc par une pratique religieuse, et l'on voit dans cet exemple que la technophilie ou la technophobie revêtent souvent une dimension, on va dire, ontologique, spirituelle très forte. Et puis il y a différents courants écologistes qui sont aussi d'une certaine façon dans une posture technophobe, en accusant par exemple les technologies d'épuiser les ressources de la planète. Il y a, je crois, souvent une confusion entre la technologie en elle-même et l'usage qui en est fait. La véritable question qui se pose serait plutôt de savoir si une technologie serait intrinsèquement bonne ou mauvaise, et si oui, pourquoi. Ce que vous citez là, ce sont des postures un peu extrêmes. Il y a en fait, j'imagine, différents degrés d'adoption ou de rejet des technologies. Oui, tout à fait, car on pointe le plus souvent les positions extrêmes, comme les Amish par exemple, et puis de l'autre côté, on en avait parlé, les transhumanistes, qui pensent que la technologie est une fin en soi. Ce degré de croyance dans la technologie les amène à nier
ou à rejeter l'essence même de l'humanité, qui, on le sait, est à la fois limitée, fragile et mortelle. Alors certains pensent aussi que l'énergie, source de nombreuses pollutions depuis l'apparition du pétrole et de l'atome, pourra, quand elle sera arrivée à un certain degré d'évolution, devenir propre et régler tous les problèmes de l'humanité. Moi, dans ces deux cas, je parlerai plutôt de techno-BA, ou techno-bêta, ou encore techno-réac. C'est comme on veut. Est-ce qu'il y a une voie médiane ou est-ce qu'on doit forcément choisir son camp ? Il existe une position que personnellement moi j'essaie de comprendre et d'appliquer, qui est celle d'une technologie au service de l'humanité. C'est d'ailleurs le sens du titre de cette chronique. C'est-à-dire qu'une technologie dont les différents ressorts doivent être pensés, imaginés, conçus puis évalués au bénéfice exclusif de l'homme et de son environnement. C'est sans doute utopique, mais cela passe par des actions très concrètes, comme par exemple rationaliser, utiliser et optimiser la consommation d'énergie, favoriser l'éco-conception des produits, avoir une réflexion éthique sur les découvertes scientifiques, ou encore garder une certaine maîtrise sur l'utilisation que l'on fait des technologies, avoir en quelque sorte une sorte de sobriété technologique, une capacité à s'en passer, à prendre du recul, à garder un esprit critique. Et pour conclure, moi qui suis plutôt un techno-optimiste, on va dire, mais plutôt prudent, je reprendrai à mon compte certains conseils de Jacques Ellul, un philosophe français, lui, ouvertement technosceptique, qui nous demande justement de veiller à notre adaptation physique, sociale et intellectuelle à l'informatique, et il nous appelle notamment à une grande vigilance morale par rapport au génie génétique. Une chronique techno-optimiste. Merci beaucoup Jean Pouly d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.